Bienvenue à bord du Transistrock pour notre série de balados en collaboration avec l'Association des professionnels de la chanson et de la musique dans le cadre des Galas des prix Triard. Mon nom est Francis Faubert. C'est sous cette belle petite neige trempe qu'aujourd'hui on essaie de démystifier ce que ça prend pour fabriquer une réelle base d'adeptes qu'on appelle couramment un fanbase, mais avec des true fans. Des mordus qui achètent des disques, qui vont voir des shows en connaissant déjà les paroles des tunes et qui se procurent tous les produits dérivés. Je vous présente les invités de course qui ont bravé le froid aujourd'hui. J'ai la chance de m'entretenir avec Martin Véronneau, fondateur de Local 9, une agence de promotion radio et de relations de presse. Avec plus de 20 ans d'expérience, Martin a représenté les artistes les plus connus de la scène culturelle francophone. On peut dire que c'est le grand Manitou de la promotion radio. On va donc essayer d'être atoureux avec lui pour qu'il nous livre quelques secrets du métier. Martin, merci d'être là. Ça me fait plaisir. La barre est haute. Oh oui. Descendu directement de Sudbury, Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone. Il gère entre autres la SLAG, diffuseur de concerts francophones à Sudbury. Comme ailleurs au Canada sur la scène culturelle, j'imagine que les défis sont immenses pour développer le public, mais aussi le fidéliser. Stéphane, on va en jaser. Merci d'être là. C'est un plaisir. Salut. Salut. Il vient de sortir Radio Batata. En février dernier, il est en nomination pour le spectacle de l'année au Gala des prix Triard. Oui, et l'export. Le prix des calices. Le prix, on veut te voir ailleurs. C'est ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Survolté, imprévisible, éloquent, frais et pertinent. Mehdi Cayenne à l'eau. Francis Faubert. Ça va bien? Ça va. Ben oui, ça va bien. Messieurs, bienvenue à bord du Transistrock. Je lance quelques petites questions comme ça, les gars. Pour commencer, c'est quoi un fan en 2019 pour vous autres? Je laisse Mehdi répondre. T'en as plein. Oui, merci. Il y a Martin, il y a Stéphane, puis il y a ma mère. Mais je pense que il y a quand même deux catégories finalement. T'as la personne qui suit tes affaires à long terme, qui donc d'ailleurs ont le plus la chance d'être déçus selon s'ils aiment ton nouvel album ou pas, le cas échéant. Comme t'as dit, c'est la personne qui connaît tes paroles par cœur et tout ça, tu sais. Et la personne qui trippe là, à ce moment-là, sur ce qu'il voit là, tu sais. Je dirais que ça, c'est comme un peu les deux grandes catégories de fans. Puis qu'est-ce qu'on s'attend d'un fan? C'est ça, on préfère les fans qui sont là tout le temps, quitte à peut-être un peu prendre le risque de les décevoir, ou on veut en avoir tout plein, puis que ça soit éphémère, puis qu'il y ait une rotation? Ou... Ben, c'est sûr que ce qui vaut plus que quelqu'un qui achète un CD un soir, c'est quelqu'un qui en parle à ses amis et à sa famille, puis faire « Hey, ça, c'est vraiment significatif pour moi dans ma vie. » Ça vaut plus, effectivement. Okay. Parce que tu peux vendre plein de CD un soir, tu peux te mettre sur le coin de la rue puis vendre des CD à tour de bras, tu sais. Ouais. Comme tu peux acheter des pubs Facebook et faire que le monde tripe quand tu vois ton affaire une fois. Mais quelqu'un qui va en parler à ses amis surtout, je pense que c'est la chose la plus précieuse. Ouais, le bouche à oreille finalement. Ouais, clairement. Cool. Fait que un vrai fan, c'est quelqu'un qui a une bouche et des oreilles. C'est pas pire. On en a tous, c'est qu'on peut tous être des vrais fans. Puis aujourd'hui, tu parlais de la vente de disques. On sait que ça a chuté quand même pas pire. Puis c'est facile de se procurer de la musique. On a le show de l'artiste qu'on veut à 2 clics près. Parallèlement, le coût de la vie est de plus en plus élevé. C'est devenu quand même assez dispendieux d'aller voir un show. Faut trouver une gardienne, mettre du parking, le transport en commun, se mettre beau, payer le petit souper, puis tout ça. Quand on peut rester chez nous puis écouter La Voix ou le dernier show d'Ariana Grande sur YouTube, c'est-tu pas mal plus tough de convaincre le public de se déplacer aujourd'hui? Je suis pas sûr que c'est nécessairement plus difficile. Puis honnêtement, je réfléchissais en t'écoutant poser la question, puis je me demande dans quelle mesure c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'en 1929, alors que tu étais dans le crash financier, qu'il fallait que tu partes ta Ford T à Manivelle, puis que tu étais sur des routes de roches, puis que, je veux dire, des enfants, t'en avais 17. C'était-tu vraiment plus facile à cette époque-là? Honnêtement, je pense pas. Là où le bas blesse, parce qu'en ce moment, il y a énormément de contenu
disponible, l'offre culturelle, elle est très importante. Fait que c'est sûr que, oui, comme n'importe qui, il y a un soir où, au lieu d'aller voir un spectacle vivant, tu vas préférer regarder Netflix. Ouais. Puis par rapport à l'argent qui est dépensé aussi, il n'y a pas moins d'argent dépensé maintenant en musique qu'il y en avait à l'époque, dans mesure où, je ne sais pas combien tu achetais d'albums. Bon, on n'est peut-être pas les meilleures personnes pour répondre à cette question-là, honnêtement, parce qu'on devait acheter des albums à l'époque, mais je veux dire, le commun des mortels n'achetait pas plus que 2-3 albums dans une année. Aujourd'hui, tu payes 10$ par mois pour avoir Spotify. Mm-hmm. Fait que c'est déjà 120$ par année que tu payais pas avant, ça c'est sûr. Ouais. À part les spectacles. Les spectacles, tu vas pas voir grand show en bas d'un 35$ par billet. Puis une fois que tu es là, tu vas peut-être acheter un T-shirt. Puis tu vas acheter l'album physique finalement parce qu'il était juste 10$. Puis tu te dis, je vais encourager l'artiste. Fait que c'est comme une taxe volontaire parce que, anyway, l'album, tu l'avais déjà dans ton téléphone. Tu vas le laisser emballer dans la discothèque. Ça se peut que ça finisse comme ça. Puis ça, c'est si tu n'achètes pas un vinyle à 35$ parce que je me suis mis à retriper ces vinyles solides. Je dépense plus d'argent en vinyle qu'en quoi que ce soit d'autre ces temps-ci. Fait que tu te dis, tu sais, aujourd'hui, l'offre est importante. Mais les fans sont beaucoup plus nombreux. Mm-hmm. Puis il n'y a jamais eu de plus grande possibilité d'aller chercher des fans. Parce que, oui, pour plusieurs, regarde tes playlists Spotify, il y a plein de bandes que tu as découvert là, puis que tu vas aller voir en spectacle et que tu vas finalement payer pour aller les voir, que tu n'aurais jamais découvert autrement. Fait que Martin, pour aller chercher des fans, on était là-dedans, comment aller chercher des fans, passer à la radio, est-ce que c'est encore aussi important que c'était avant? Parce que toi, tu es quand même spécialiste du pistage radio. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel de passer à la radio pour aller chercher des fans? Je pense qu'à l'époque... comme évidemment, il n'y avait pas l'Internet, parlons dans les années 80 ou 90, passer à la radio, c'était quelque chose qui est extrêmement important pour te faire connaître. Ça partait de là, les gens te découvraient ta musique, puis là, éventuellement, en parlaient, puis découvraient des entrevues dans des magazines jeunesse, puis là, finalement, allaient voir le spectacle au forum. Tu sais, aujourd'hui, la radio, elle est peut-être moins importante dans l'ensemble de tout ce qui est disponible, demeure quelque chose, à mon avis, de très important. On l'a vu avec plein de carrières qui ont pu se bâtir, notamment parce que il y a eu des chansons qui ont joué à la radio, que les grandes stations ont embarqué, puis que il en demeure pas moins que dans la voiture, aujourd'hui, on écoute plus de radio qu'on écoute de podcasts encore. Mais viendra bien le jour où il va y avoir un switch. Les voitures aujourd'hui, ils ont plus de petites fentes à disques, premièrement. Ils ont des ordinateurs. Puis, tu es à un bouton de pouvoir te connecter directement sur ton application de podcast préférée. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que les radios vont devoir réfléchir à ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une question de notoriété. C'est un élément dans une stratégie de marketing qui fait que quand tu as la radio, ça rassure encore notamment beaucoup de diffuseurs qui sont un peu partout, qui sont en région, puis que la première question qu'ils vont poser au booker, c'est est-ce que l'artiste joue à la radio ici, là, au coin, là-bas? Est-ce que l'artiste peut venir faire des entrevues? Parce que ça va être ça l'élément de promo dans cette région-là. Mm-hmm. Vivant dans un grand centre, c'est sûr que pour moi, la gestion, elle n'est pas pareille. Mais si je dis à un journal que mon artiste, je l'ai embarqué à Rythme FM, Rouge FM, C'est quoi, Énergie, c'est sûr que ça a du poids. Puis il me dit, je vais aller regarder, et là, ça monte dans les palmarès, ça fait jaser. Mm-hmm. Je pense que c'est ça l'idée, mais pour moi, aujourd'hui, Spotify, on va y revenir tantôt, mais Spotify est devenu un élément, puis je l'utilise et pour la radio et pour les autres en disant, on a 1 million de streams sur cette chanson-là. Mon artiste est parmi les favoris de telle playlist ou et que ça aussi, ça contribue à faire parler. Puis c'est ça ma job. Cela dit, pour faire du pouce sur ce que tu dis, je pense que
la radio est utile pour aller pogner des gigs, par exemple, et d'autres produits connexes, mais c'est un monde, contrairement à jadis, c'est un monde qui est complètement fermé, right? Dans les années 60, si t'étais numéro 1 au top 40, tout le monde connaissait ton nom puis ta tune. De nos jours, la majorité des artistes sur le top 40, on pourrait pas dire c'est vraiment qui. Même chose sur le top 50 de Spotify, right? C'est-à-dire que la capacité du tracking radio à rejoindre les gens qui vont venir acheter ton album, pas les gens qui vont te booker pour une gig, mais les gens qui vont venir physiquement acheter ton album ou à ton show, pour moi, c'est super bas, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ma tune est jouée à la radio, mais je constate pas vraiment de tant de différence. Fait que c'est intéressant parce qu'avant, c'était pas un silo fermé comme ça, mais maintenant, ça l'est beaucoup plus, tu sais. Puis pour toi, Stéphane, en tant que diffuseur, tu mises-tu un peu ta stratégie là-dessus quand tu bookes un artiste? T'assures-tu que ça passe à la radio ou tu prends des risques ou... Ben, c'est rendu que la diffusion, c'est plus comme, tu sais, dans ton coffre à outils, t'as comme un méga couteau suisse où tu peux pas juste prendre une lame. Tu sais, t'as besoin de vraiment avoir recours à toute la panoplie de ce que l'outil peut offrir. Fait que nous autres, c'est cultiver des relations avec l'auditoire. C'est même faire des sondages après des shows. Tu sais, si vous avez aimé ce show-là, quel autre artiste, c'est qui le prochain qu'on fait venir ensemble en gang, tu sais. Donc, il y a une espèce de tribu qui se développe à travers ça. La radio généraliste aide, mais c'est vraiment une des lames du couteau. Tu sais, on est bien content quand CBO Radio-Canada fait une entrevue de fond d'avance, parce que là, tout d'un coup, c'est comme ça match le poster que tu as vu dans le restaurant, ça match les posts que tu as fait. Mais si tu te limites à une affaire, tu sais, on n'est pas dans un gros marché. Dans un petit marché, tu cultives vraiment la relation, les gens finissent par te faire confiance, puis prendre le risque. Puis en fait, c'est ça que nous autres, c'est ce qui nous fait triper. Il faut être les premiers fans des shows qu'on fait venir. Tu sais, le true fan, si t'es pas fan de ce que tu fais venir, ben là, c'est déjà mal parti. Oui, ben c'est ça, tu parlais justement que on parle souvent d'un buzz autour d'un artiste, pis ça, mais il y a aussi un buzz autour d'un lieu de diffusion, j'imagine. C'est de cultiver la confiance que les gens ont envers le diffuseur. Toi, comment est-ce que tu le travailles, ce lien de confiance-là? Ben on est un diffuseur orphelin dans le sens où on n'a pas de lieu, on n'est pas attaché à un lieu. On diffuse dans plusieurs lieux. Fait qu'on cultive un élément de surprise. Tu sais, Mehdi, je ferais pas ça dans une salle avec des coussins un peu en velours rouge, là, tu sais. Pourtant, ça fait... À moins qu'on fasse Mehdi symphonique, là. Exact. J'ai une idée là-dedans. Il y a quoi à faire. Non, tu trouves le lieu qui a la vibe avec l'artiste. Puis on est chanceux à Sudbury, il y a quand même un peu de show. On essaie de se tenir au centre-ville dans son genre à lui. Puis mais après ça, c'est juste l'expérience du lieu, comment tu montes ça en épingle, comment tu parles de l'artiste. Nous, il faut communiquer notre passion, puis il faut trouver les canaux pour les faire jouer. On a aussi des clubs comme Slagado, c'est comme un club de jeunes diffuseurs. Puis eux nous aident, par exemple, pour la nuit émergente, pour créer le buzz dans les écoles. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est des artistes que nous, on aime et que personne ne connaît. Fait que là, qu'est-ce que tu vends? Ben, tu vends l'expérience de la nuit émergente où tu dis, ben, tu détermines ton propre parcours, puis on n'a rien inventé. Là, on a vraiment volé l'idée du FME à Rouen, mais comme à l'intérieur. On a pris comme le buzz de se promener d'un bar à l'autre dans la rue avec ta bière. Fait que là, nous, on se promène d'une salle à l'autre avec notre bière, mais à l'intérieur d'une espèce de collège où tu as comme 5 lieux de diffusion. Puis les gens déterminent leur propre parcours. Puis il y a comme un horaire d'à peu près 10 shows dans la soirée. Puis tu vas où tu veux, à l'heure que tu veux, selon la formule. Mais ça, personne ne connaît ces artistes-là. Fait que ça, c'est vraiment l'expérience. Mm-hmm. Définir l'expérience. Puis là, ben, les gens veulent revenir. Stéphane, tu parles de la relation avec les fans. Est-ce que pour toi, tu te vois aussi un peu comme un curateur pour ces gens-là, parce que peut-être qu'ils connaissent pas, puis qu'ils vont se fier sur tes goûts à toi. Question de leur présenter des shows intéressants. On est devenus des commissaires. Des commissaires comme dans le sens, tu sais, en art visuel, un curator. J'y pense, j'y crois fortement. D'ailleurs, il y a des membres de mon équipe qui ont leur émission radio une fois par semaine. Puis, tu sais, c'est des coups de cœur, c'est ce qu'ils écoutent. Donc, il y a vraiment un grand principe de partage où tu ne veux pas juste vendre ce que toi t'as programmé, mais c'est vraiment plus je veux pas dire un style de vie, mais comme une curiosité culturelle et musicale que tu partages. Puis, tu embarques le monde dans ton trip. Puis, tu répercutes ce que eux
aiment, veulent voir, entendre. Fait que puis ça devient, je le disais tantôt, c'est comme une sorte de tribu culturelle. Puis ça, ben, c'est drôle parce que on n'a jamais eu autant de moyens, surtout en milieu minoritaire, pour pouvoir communiquer au monde. Tu sais, avant, t'avais ton journal local qui donnait le ton à la communication, puis t'avais ta radio. Là, on a une radio privée, mais à cette heure, t'as tout le reste. Puis ça, ben ça a vraiment ouvert des portes. Fait que tu communiques du monde avec qui tu ne fais jamais communiquer. Cela dit, ça... Oh, j'ai comme un écho, mais... Yeah, reverb, man. Wow. Sound belle. Mais que ça vaut le coup de souligner que ce que Stéphane décrit là, malheureusement, c'est l'exception plutôt que la règle. La majorité des diffuseurs n'ont pas du tout cette mentalité audacieuse de se mettre à l'avant, de faire avancer la culture de leur époque en exposant les gens à des produits culturels qu'ils estiment valables, valides. La majorité des diffuseurs radio et de salles on marche bien plus avec ce qui fit à leurs yeux, entre guillemets, à ce moment-là. Ils font des choix safe. Oui, exact. Ouais. Et je veux dire, on pourrait dire que semble-t-il que je prêche pour ma paroisse, car on m'a bien fait remarquer que je ne faisais pas partie des choix safe. Pour ta paroisse. Exact. Faut bien que quelqu'un le fasse. T'sais. Mais donc, je le souligne parce que c'est une audace qui est trop rare et qui est vraiment précieuse. Parce que les gens sont pas imbéciles, en fait. Les gens sont aptes à avoir une sensibilité artistique et se reconnaître dans beaucoup plus de choses que ce pour quoi on leur donne crédit, je pense. Mais c'est énormément de travail, ça. Tu sais, tu me demanderais de diffuser Mehdi, mettons, à Chapelot. J'ai rien contre Chapelot, mais c'est juste, ça n'a pas la même masse critique. Tu sais, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de conditions sociales qui font que tu vas avoir un groupe, une petite masse critique qui va être naturellement curieuse. Fait que ça, faut que tu plantes la graine puis t'arroses longtemps avant que, tu sais. Fait que ça, c'est de créer une relation, mais ça prend du temps. Puis dans le monde où on vit à cette heure, je veux dire, c'est une des économies on a de moins en moins, c'est du temps. Fait que ça, c'est... Je comprends pourquoi que les gens s'appuient sur la safe puis se tournent vers l'humour. Tu sais, moi aussi, je le vois, je le constate. Je fais un show d'humour puis wow, on a même pas travaillé puis on a vendu à la salle. Alors qu'on va piocher pour vendre un show de chansons qu'on aime. Mais Christy, le monde qui sort de la salle après, comme le sourire sur la face, puis les albums presque tous vendus, qui regrettent de pas en avoir assez, on leur dit à cette heure, amène-en, même si c'est du CD, c'est pas grave, à cette heure, le monde en achète. Parce qu'on n'a pas accès. Puis tu sens-tu une responsabilité en tant que diffuseur de faire découvrir des nouveautés ou des talents locaux? C'est plus qu'une... C'est notre job. Si on ne fait pas ça, on fait comme... on ne mérite pas les subventions qu'on a. C'est comme une responsabilité qui vient avec le financement qu'on nous octroie. Ça, on est là pour cultiver de l'ouverture, mettre les gens en contact avec les meilleurs artistes canadiens. C'est pour ça que oui, c'est du curating. Puis ça veut dire qu'il faut que tu restes toujours curieux, faut que tu ailles voir les shows, faut que tu écoutes des affaires que peut-être c'est pas nécessairement ton goût. Puis ça, c'est une des grandes choses, surtout que dans l'équipe, on a comme vraiment moi, je suis le vieux, alors que je me considère jeune, mais c'est que les goûts sont très diversifiés. Mais regarde, les dames d'un certain âge qui achètent beaucoup de billets, là, ben, ils ont le droit de voir Claude Dubois. Puis on va travailler aussi fort pour Claude Dubois. Mais c'est ça le trip, c'est que de faire plaisir à plein de monde. Puis tu finis par avoir un crossover, parce que si tu fais des bonnes premières parties, là, tout d'un coup, tu te rends compte que, tiens, regarde, tu semé une graine de curiosité là, puis ils finissent par te suivre, parce qu'ils font confiance à ton jugement. Je trouve que ça devient un métier extrêmement important aujourd'hui, celui d'être curateur, dans la mesure où, puis on le voit un peu sur la job que faisaient les animateurs radio à l'époque. On écoutait des gars comme Denis Fortin qui présentaient le soir le 6 à 6, puis on attendait ce moment-là pour découvrir c'était quoi la prochaine affaire sur laquelle il fallait que je trippe. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle de Spotify qui arrive à bien me saisir quand même, là, qui me propose une coupe d'affaires pas pire. Mais je trouve qu'au-delà de ça, il y a encore, dans la mesure où il y a tellement de contenu que je peux pas tout écouter. Puis d'ailleurs, statistique tout à fait vraie que j'ai appris hier, mais il y a 40 000 nouvelles chansons par jour sur Spotify. C'est écrasant. C'est fou, hein? Et il disait que ça prendrait 89 jours sans arrêt pour écouter. Je veux dire, c'est des chiffres qui n'ont pas rapport. Fait qu'évidemment, c'est là que la job de curateur prend tout son sens. Puis encore plus vrai pour les spectacles où, oui, je pourrais commencer à aller
fouiller dans mon Netflix ou sur YouTube, puis aller voir des spectacles, puis aller trouver du contenu, mais ce sera jamais comme le travail qu'a fait un curateur qui sait c'est quoi qu'il faut. Et bon, dans ce cas-ci, c'est pas personnalisé à ce point-là, c'est pour une région, mais tu sais ce qu'il faut pour ta région comme spectacle, comme artiste. Puis je pense que c'est extrêmement important pour ces gens-là, ce métier-là que tu fais, de fouiller un peu à travers tout ce qui existe, puis de dire « Hey, fie-toi sur moi », parce que ça devient un peu comme l'avis de l'ami qui dit « Hey, faut que t'écoutes ça. Puis on se parlait off-record tantôt de podcasts qu'on aimait, puis justement, c'est ce travail-là de dire « Hey, découvre cet artiste-là, découvre cet album-là, va comme écouter. » Comme Mehdi parlait tantôt de bouche-à-oreille. Bouche-à-oreille, ben, puis le job de curateur, c'en est un. Absolument. Puis dans ce sens-là, pour faire du pouce là-dessus, tu me dis si Francis, tu voulais faire une autre question. Vas-y. Mais ouais, je pense que justement, il y a 40 000 tunes qui sortent par jour et en même temps, et comme tu as dit aussi tantôt, on a accès à Beethoven puis à Nina Simone. Donc, il n'y a plus le temps pour bon, il y a juste le temps pour excellent ou c'est great. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, ça, je trouve que les gens répondent quand même, si on parle vraiment de tunes, d'un monde de tunes, les gens répondent à la tune. Et pour moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que l'artiste a plus le même rôle qu'avant. Avant, dans les années 70, par exemple, c'était comme un moteur dirigeant de la culture. Là, de nos jours, le moteur dirigeant de la culture, c'est plus un gars qui travaille comme en tech. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça comme le nouveau dieu, c'est un genre de yuppie capitaliste en quelque sorte. Et les artistes, je pense, en imitant ce modèle de l'artiste corporation, souvent se sont un peu dérobés de cette mystique qui était la leur, qui était celle de l'artiste sur un espèce de voyage initiatique qui va à travers la forêt, qui revient avec quelque chose à nous donner, qui est parti sur la colline, qui revient dans la caverne, nous donner quelque chose qui sont allés vraiment creuser en dedans. Et donc, dans cette culture où dans le top 50, Spotify, par exemple, c'est beaucoup comme un comité de 15 personnes qui a écrit la toune, puis tout ça, Je pense que les gens répondent quand même encore vraiment viscéralement à cette expérience-là, de la toune qui est vraiment issue de quelque chose de profond et d'intérieur en l'artiste. Je pense que même parmi les 40 000 tunes, quelque chose de vrai peut toujours transparaître. Puis, tu sais, Mehdi, quand tu écris des tunes, tu peux faire la chanson qu'on a déjà entendue 100 000 fois, et qui est commune, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment particulier. Puis, tu peux aussi aller puiser quelque part, puis faire une chanson qui va aller toucher vraiment les gens. Puis on n'a pas besoin de réinventer la gamme. Là. Elle va rester la même. On a les mêmes accords, même progression d'accords, mais là, tu vas twister les arrangements, les paroles, tu vas avoir quelque chose qui te ressemble toi. Puis comme je t'aime toi, ben je vais aimer ta musique, puis là, je vais avoir envie de te suivre, puis là, ça va vraiment me parler. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a, comme tu disais tantôt, il y a le average, là, tu sais, la musique les 40 000 qui sortent par jour, puis à travers tout ça, il y en a assurément que tu vas écouter, puis qui vont t'émouvoir, qui vont te bouleverser, qui vont te faire triper, qui vont te faire danser, qui vont te faire courir. Puis c'est ces chansons-là que les artistes doivent continuer de faire, de chercher à vouloir faire cette musique-là qui touche les gens, puis pas juste faire des disques pour être streamé sur Spotify, pour vendre des disques, pour... il fut un temps où il y avait sur mon disque de Columbia Records que j'avais eu pour une scène 2 tunes de bonnes. Ouais. 2, j'étais des fois chanceux. Il y avait 10 fillers. Ouais. Mais on avait l'appétit. Alors aujourd'hui, c'est d'avoir accès à toute cette panoplie-là, c'est comme un méchant plat de bonbons, là. Ah, absolument. Mais t'as quand même pas le choix. Quand tu cherches tes trucs, tu vas pas t'arrêter longtemps sur ce qui est ordinaire ou mauvais. Mais c'est-tu nécessaire d'être sur ces plateformes-là, selon vous, sur un Spotify, iTunes Music ou whatever, pour justement que les gens puissent nous découvrir? Ça dépend ce que tu fais. Fetna, t'es pas sur Spotify. C'est tellement le meilleur groupe de la région, tu sais. Puis toutes leurs shows sont complètement pactées à l'os. Puis ils ont des critiques dans Pitchfork, puis dans tous les grands médias de la région.
Je pense que ça dépend vraiment qu'est-ce que tu fais. Ça dépend de ta démarche. Puis il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a peut-être une lacune avec le contenu francophone chez Spotify. Je pense qu'il y a des moyens qui sont pris en ce moment pour un peu modifier les algorithmes pour que le contenu francophone s'immisce dans le contenu anglophone. Comme si on écoute Mac DeMarco, par exemple, ben les louanges, ça serait quand même normal que ça se glisse dedans. Mm-hmm. Dans un espèce de cas de figure comme ça, je pense que ça pourrait être d'autant plus intéressant pour la découverte d'un artiste de s'inscrire dans ces plateformes-là, même si on s'entend que Spotify, c'est pas Yarb, parce que les redevances puis tout ça, c'est ridicule. Ouais. Mais pensez-vous que ça peut être une plateforme d'avenir pour la découverte ou pour le fanbase? Tu sais, Spotify n'a pas le choix d'augmenter tranquillement pas vite ses revenus. C'est-à-dire pas ses revenus, c'est l'argent qu'ils reversent, ses rétributions, parce que leur modèle d'affaires est basé sur le contenu qui ne leur appartient pas. Mm-hmm. Fait que le jour où il y aura quelque chose d'autre de mieux, ils seront dans le trouble. Puis bon, récemment d'ailleurs, le gouvernement américain avait demandé de hausser, avait fixé d'ailleurs un prix de base de rétribution. Apple avait dit qu'il n'y avait aucun problème avec ça et ont payé. Puis Spotify sont allés en Cour suprême pour pouvoir se soustraindre à le faire. Okay. Mais je pense que... Je me souviens même plus où je m'en allais avec ça. En fait. C'était quoi ta question? Dans le fond, je me demandais juste si avec toutes comment est-ce que Spotify peut être une plateforme utile puis nécessaire pour un artiste en s'améliorant, c'est sûr. Là, comme on parlait des redevances, dans le fond, que c'est un peu absurde comment est-ce qu'ils retiennent tout puis qu'ils font du millage sur ce qui n'est pas à eux autres. Merci, tu m'as rappelé où je m'en allais. En fait, là, puis... Je pense qu'en général, les artistes veulent aller là où le public est. À moins que je me trompe, Mehdi. No. Mais le public, en ce moment, il est sur Spotify. Mm-hmm. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure tu peux le bouder. Oui, le bouder puis passer outre. Là. Puis ce qui était vrai il y a 3-4 ans est déjà vraiment plus vrai. T'sais, tu pouvais ne pas y être il y a 3-4 ans puis tu vendais encore des albums. Uh-huh. Aujourd'hui, c'est encore bien plus difficile de ne pas y être, parce que tout le monde, ils viennent de passer le cap des 104 millions d'auditeurs mensuels. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Et c'est aussi que c'est un lien vers des auditeurs à l'international et ailleurs dans le monde. Mm-hmm. C'est très difficile de sortir des circuits qui sont alloués à la musique francophone ici et ailleurs, tu sais. Mm-hmm. De tous les points de vue, pas juste comme les festivals au Québec, en Ontario, ailleurs au Canada, mais même quand tu vas dans les festivals en France ou en Belgique ou en Suisse, c'est tout un circuit et c'est tough de se faire écouter ailleurs que là, tu sais. Et Spotify permet justement de te rendre compte, shit, il y a du monde qui trippe en Nouvelle-Zélande puis au Venezuela. J'ai trouvé un autre pays en Z, mais j'ai pas trouvé. C'est quand même incroyable. Il y a beaucoup de francophiles partout, là. Mm-hmm. Pour vrai, en Allemagne, il y en a plein. Au Japon, il y en a plein aussi. Puis tu parlais des louanges, puis Mac DeMarco, puis c'est un bon exemple de combien... Je veux dire, moi, perso, ça m'est arrivé régulièrement de tomber sur des chansons dans des langues que je comprenais absolument pas, du suédois ou whatever, puis ça enlève strictement rien à la qualité puis la beauté de la chanson. Puis je me dis, est-ce que peut-être ça peut être aussi vrai pour la musique francophone d'ici, qui va se retrouver dans une playlist de quelqu'un en Allemagne, puis qui va triper, puis que, là, ça rouvre des marchés. Là, ça vient d'ouvrir les barrières pour aller faire des shows un peu partout. Toi, Mehdi, tu te promènes pas mal avec tes tunes, avec ton projet, puis t'es allé en Allemagne, je pense, tout ça. J'ai jamais été en Allemagne. Non, mais tu vas dans des pays où ça parle moins français. Ouais, total. J'ai joué comme en Arménie, en Russie, en Italie. C'était 3 contextes où les gens définitivement comprenaient pas ce que je disais. Puis je pense que... Et d'ailleurs, tu sais, j'ai beaucoup buské à New York, dans mon Hanta. Et genre... Puis tu sais, j'ai réalisé qu'en fait, les gens... ils réagissent émotionnellement aux choses. T'apprends ça aussi quand tu joues pour des très jeunes enfants, right? Les premières fois que j'ai joué pour des kids de 4 ans, j'étais comme, Chris, ils vont rien comprendre. Effectivement, ils comprennent rien avec leur tête, mais avec leur cœur, tout de suite, ils le comprennent, t'sais. Donc ouais, je pense vraiment que les gens
Mais c'est aussi que, tu sais, ici, il y a comme une lourdeur. Comme par exemple, être arabe en France, il y a une lourdeur historique. De la manière chanter en français au Canada, c'est comme, oh, fuck, c'est un autre frog, tout ça. Il n'y a pas ça ailleurs dans le monde. Tu vas au Brésil là, ou whatever, en Allemagne, j'entends en français, ils sont pas comme, French music sucks. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas du tout cet a priori. Fait que ça change complètement le. Puis c'est aussi que, tu sais, que la musique française à l'international, la notion qu'on en a, tu sais, c'est comme Françoise Hardy, puis comme voilà, tu sais, tout ça, fait il y a comme la grande chanson. Ouais, exact, tu sais, fait que c'est un peu des clichés qui sont le fun à défaire, tu sais. I mean, c'est comme arriver en France puis être franco-ontarien déjà, même être québécois, c'est comme bonjour le cliché là, c'est comme il y a un igloo puis une chemise carottée puis de la poutine, genre puis all that shit, tu sais. Donc c'est quand même agréable d'avoir ce cliché à défaire facilement parce que les gens sont facilement transportés et tout ça, tu sais. C'est le fun. Plus le fun que juste être purement arabe en France, je vous le confirme d'ailleurs. Mais d'un point de vue du diffuseur, là, c'est pas l'affaire. C'est pour nous comme outil de relais. C'est efficace. Je veux dire, ça, c'est surtout quand tu veux faire découvrir des artistes que les gens connaissent pas. Là, puis après ça, ben, l'étape subséquente, c'est tout le discours autour de l'artiste que tu invites. Tu sais, ton artiste là, qui monte la colline puis qui s'en retourne dans la caverne, là, mais c'est parce que la vraie expérience, c'est le live. Tu vas sentir cette expérience-là et cette aventure et ce voyage initiatique sur scène. Puis ça, ben, tu crées de l'anticipation pour avoir accès à ce moment-là et avec cet artiste-là. C'est ce que lui incarne, ce Mehdi. Merci. Fait que là, ben, tu veux... En fait, tu sais que tu vas communier, dans le fond. Tu sais que ça va être une surprise ou ça va juste te transporter. Puis la musique, ben, si c'est pas transporter le monde, je veux dire, c'est quoi? On se demande c'est quoi, hein? Puis, mais on parle de créer de l'anticipation puis créer un buzz puis tout ça. Mehdi, toi, avant la sortie de Radio Batata, tu as pris le contrôle des ondes de la radio publique avec des chroniques Radio Batata. Ouais. Ça faisait-tu partie de ta stratégie promo ou c'était un contrat que tu as eu, honnêtement, ça a comme à donner de même. Ça a donné de même. J'ai fait des chroniques pour On dira ce qu'on voudra. Et là, Martine Bolduc, m'a contacté donc pour faire des chroniques. Puis j'étais comme, Radio Batata. Puis là, ça a tout... En fait, officiellement, la chronique s'appelait Brand Folie, ce que je trouvais qui était comme un cliché de mauvais goût à mon égard, selon moi. Là. C'est comme, oh, he's so crazy. You know? Mais whatever. Right? Et donc, je l'ai genre réinterprété en les mettant online. Mais ensuite, c'est devenu effectivement... je l'ai comme intégré à la même patente. Et pour moi, c'était très précieux et ça souligne l'espace qu'on a comme artiste généralement à la radio qui est très comme 3 minutes, parle-nous d'Hot Dog, ton nouvel album, ok bye, tu sais, c'est fini, et donc il y avait vraiment c'est aussi parce que ma blonde fait de la création radio, c'est une grande créatrice que j'admire énormément, donc effectivement je voulais pas lui déplaire, mais avant, elle m'a vraiment fait réaliser comment il y avait très peu de place qui était laissée à des idées à la radio, à vraiment essayer de dire un truc, surtout comme artiste, dans ton 3 minutes, tu sais. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment fait réaliser la responsabilité et l'honneur que c'est d'être sur les ondes publiques. You know, quand t'es à Radio-Canada, t'es payé comme artiste, right? Tu parles plus que 2 minutes pour parler un truc qui est pas la promo de ton album, t'es payé pour ça. Si t'étais chirurgien ou concierge ou whatever, de chauffeur de Uber qui est actually chirurgien dans son pays, tu serais pas payé, tu sais. Donc il y a une espèce de... C'est pas vraiment juste. La valeur, la parole des artistes vaut pas d'emblée plus que celle des autres, tu sais. Donc... Mais ça, c'est nouveau, par exemple. C'est récent, ça. Et c'est formidable, soyons clairs. J'espère, évidemment. Parce que sinon, les artistes, c'était comme... C'est des aimants, puis là, tu t'en sers pour attirer du monde à ton émission, pour valoriser ton contenu. Fait qu'il y avait une sorte d'exploitation, entre guillemets. C'est sûr. Et d'ailleurs, on devrait vraiment le dire à tous ces gens qui organisent des showcases francophones à travers le Canada, parce que c'est le même concept, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas de showcase s'il n'y avait pas d'artiste, mais il n'y a pas un esti de seul de ces artistes qui est payé. Jamais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ben ça, c'est le modèle d'affaires qui fait défaut aussi, là. J'ai pas la solution. Mais non, c'est pas ta faute non plus. La faute est des Mais pour revenir à tes chroniques, ça t'a-tu été chercher des nouveaux fans avec ça? Je pense que oui. C'est-à-dire, la radio, c'est drôle parce que tu sais pas... C'est pas comme faire un show puis le monde applaudit. C'est comme, je pense qu'ils ont trippé. Ou ils applaudissent pas, ils ont pas trippé. La radio, t'es juste dans une salle, right? Puis là, tu sais pas qui a trippé vraiment. Mais ça m'a aidé à faire... entendre et à définir aussi ce que je pense, l'idée de verbaliser une pensée et de la projeter, je pense que ça a permis à des gens de mieux me comprendre aussi. Puis de mieux te connaître aussi.
Puis avec l'arrivée de ton disque qui sortait un peu plus tard, moi j'étais sûr que c'était voulu, que c'était que t'étais un fin stratège puis que t'avais profité des ondes radio-canadiennes pour mousser à nos frais la stratégie de promo. Non, mais ceci dit, c'était vraiment pertinent puis c'était bien amené. Oui, puis ça fitait avec l'album, effectivement. C'était pas fit. Oui, c'est ça. Puis l'esthétique aussi, tout en rouge, là, un peu pirate, là, j'ai trouvé ça assez fantastique. Merci. Puis pour créer un buzz, Martin, autour d'un artiste, mettons un groupe qui t'approche pour un premier tour de piste, un groupe émergent, as-tu genre une checklist que tu ferais ou des trucs pour qu'ils puissent faire au moins 1 ou 2 loops pour que la machine puisse partir? En fait, c'est sûr que nous, en ce qui nous concerne, on va toujours écouter la musique d'abord, puis on va travailler avec des artistes qui nous plaisent vraiment. Puis si moi, je ne serais pas littéralement sur le band... T'es le premier true fan. Oui, tout à fait, à chaque fois. Fait que il faut que j'aime ça, puis moi, après ça, ça nous permet, à mon équipe et moi, de pouvoir aller un peu partout convaincre les autres. On est des lobbyistes, hein, finalement. Là, ouais. Ça se résume beaucoup à ça. Dans la suite des choses, c'est sûr que il y a du travail en simultané qui doit être fait. Autant de notre côté au niveau des médias traditionnels, au niveau du web pour la partie qui nous concerne, que l'artiste lui-même, d'engager la conversation avec ses fans, avec le public en général, en fait. Question de convertir certains d'entre eux en fans. Puis pendant ce temps-là, monter un spectacle, d'organiser un peu sa carrière, de sorte que quand la chanson joue assez à la radio, là, je peux l'envoyer sur la route. Je peux booker une entrevue, une perfo live. On peut éventuellement, s'il y a un spectacle, on peut donner une paire de billets de spectacle. Après ça, on a le show un petit peu plus tard dans la soirée. Il y a des rencontres qui peuvent être faites. Chaque fois que tu peux rencontrer ton public, chaque fois que tu peux rencontrer tes fans, fais-le. Je pense qu'il y a un peu quelque chose alentour de ça qui ne s'est pas toujours fait, c'est-à-dire tout le volet un peu service à la clientèle, appelons ça comme ça, où bien les artistes n'ont pas voulu aller à la rencontre tant de leurs fans. Ils sont dans une bulle de création, puis ils font leurs affaires. Mais tu sais, aujourd'hui, dans un modèle où il y a beaucoup de produits, ben peut-être que c'est ça la différence. C'est le fait d'être extrêmement proche des gens, de répondre aux messages sur Facebook, de faire partie de la vie des gens. Quand tu regardes un peu, je vais rentrer dans d'autres choses un peu, là, mais tu sais, les moments rough de ma vie, parce que je me suis souvent posé des questions sur la futilité de ma job. À quel point, dans l'absolu, je n'opère pas à cœur ouvert. Je fais rien d'excessivement important qui fait qu'il y a un impact sur l'univers, on va dire ça comme ça. Puis là, j'étais un peu déçu de moi. Ça ne suffit pas d'être un passeur culturel. J'ai manqué ma vie. Mais en fait, j'ai répondu en fait à mes propres questions à un moment de ma vie où j'ai eu des bouts rough. Puis je me suis aperçu qu'en fait, ce qui m'avait permis de me raccrocher, c'était la musique. Parce que j'avais de la peine, il se passait des trucs à la maison, puis là, je sortais courir, ça me faisait du bien, puis j'écoutais du gros beat dans mes oreilles puis là, ça me permettait de courir, évidemment, plus fort et plus longtemps, plus vite. Puis là, après ça, je rentrais dans le char, puis là, j'écoutais une toune en particulier, puis là, je braillais ma vie. Mais après ça, je me sentais mieux, puis j'étais capable de retourner faire mes affaires, puis je me suis rendu compte qu'en fait, ces chansons-là, ben ça a fait un peu la trame sonore de ma vie. Puis je me suis dit, ben, sais-tu quoi, c'est là, justement, mon bout à moi. Je contribue aux trames sonores des vies des gens. Je leur envoie de la musique. Des fois, ça colle, des fois, ça colle pas. Mais mon travail, c'est de rentrer dans la vie des gens. Mais mon travail est intimement lié à celui des artistes qui, eux, doivent rentrer dans la vie des gens encore bien plus que moi. Moi, je leur donne un coup de main à le faire. Fait que je pense que, je reviens à ta to-do list, là, ta petite checklist, en fait. Il y a 2 milliards d'affaires que tu peux faire pour faire avancer ta carrière.
comme Mehdi qui l'a fait souvent, on n'a jamais travaillé ensemble, fait que je suis même pas payé pour le vanter, mais on s'est rencontrés plus qu'une fois dans un contexte un peu comme le Triard justement ou ailleurs, puis il se présente lui-même super bubbly, super le fun, puis tu te rends compte que le gars il est super sympathique. À un moment, il y a une couple d'années où je connaissais pas du tout ta musique, et puis t'avais fait une perfo au gala. Puis je t'avais vu au gala, j'ai fait comme holy fuck, le gars il est vraiment capable de chanter puis de performer, c'est un performeur. Et là j'avais découvert le gars et sa musique, mais c'est plusieurs éléments qui font en sorte qu'à un moment donné, puis c'est comme en marketing traditionnel, combien de fois faut que tu vois une pub avant d'acheter un produit? Ça se peut que ce soit des centaines de fois. Mais il ne faut pas minimiser la fois qui aura fait la différence. Fait qu'éventuellement, le fait de jouer à la radio, d'être sur Spotify, d'aller faire des spectacles, tu parlais tantôt de trucs que tu fais un peu partout en région aussi. C'est une fois, à un moment donné, que quelqu'un va voir un post sur ton Facebook ou sur le Facebook d'un de tes amis, qui va faire comme « Ah oui, je le connais pas », puis il me semble que je l'ai vu souvent, comme récemment. Il vient de se faire donner une paire d'étiquettes, puis il va dire « Bah, regarde, je vais y aller, j'avais rien à faire », puis il va vraiment désabuser, puis finalement il va ressortir de là true fans, il va avoir acheté un t-shirt, puis il va t'aimer pour toute sa vie. Fait qu'elle est où la ligne? On le sait jamais, puis c'est pour ça qu'il faut continuer de le faire. Puis y a-tu comme ce que je peux comprendre, c'est comme un peu en martelant ou en accumulant ou en multipliant les contacts qu'on peut avoir avec les fans, mais est-ce que vous avez, avec le temps et l'expérience, développer une manière unique ou une bonne shot, tu sais, que tu es fier, que ça sort des sentiers battus puis que ça frappe dans le mille tout de suite? Je te dirais qu'on n'a pas particulièrement développé de blueprint pour la simple et bonne raison que j'en veux pas. C'est ça, ça s'appelle de même? Ça s'appelle un blueprint? Ben, tu sais, le plan de base là, qu'on va toujours réutiliser, puis qui est le plan commun un peu. Là. Je veux pas tant de ça. C'est sûr qu'évidemment, l'expérience fait en sorte que ça teinte ce qu'on fait comme promo. Il y a des affaires, tu te dis, hey, ça, il me semble que ça avait marché, on peut peut-être... Mais je veux pas m'arrêter, moi, à ça dans ma job, puis de me dire, hey, on va reprendre exactement le même plan, puis ça va fonctionner. Parce que, chances are, ça fonctionnera pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a un élément de l'équation qui égale succès, qui est l'élément du timing. Puis le timing ne peut jamais être recréé. Tu vas reprendre exactement le même plan que la chicane. Ben, la chicane, c'est en 98. Fait que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas pareil. Fait que si tu veux refaire un band comme ça, c'est pas de cette façon-là. C'est pas en prenant leur plan. Tu peux t'inspirer, puis voir qu'est-ce qui a été bon là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut refaire. Mais je pense que ça va toujours se résumer à l'authenticité, à quel point c'est fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de cœur. Tout. Autant ta musique, autant ta promo. Quand tu vas sur la route, tu as vraiment envie d'aller à la rencontre des humains, que ce soit derrière les micros parce que c'est des animateurs, que ce soit le public. Puis moi, un des cas de figure des dernières années, ça a été le groupe Deux Frères. Ces gars-là... ils sont arrivés chez nous à un moment où ils avaient fait à peu près 5 ou 6 ans de tournée de bar. Fait qu'ils partaient pas à zéro dans la mesure où à Sept-Îles, à Port-Cartier, à Chicoutimi, à Sherbrooke, il y avait beaucoup de fans de bar, par exemple. Des gens qui connaissaient les gars comme étant ils faisant des covers de tunes. Ils n'avaient pas écrit, ils n'avaient pas composé leur propre matériel. Mais là, il y avait déjà une base de quelque chose. Quand ils ont sorti leur première chanson, qui, heureusement, a vraiment beaucoup joué à la radio, on les a très rapidement envoyés sur la route à la rencontre du public, qui était, au départ, un public de bar, mais qui ont fini par découvrir les individus, les gars. Puis c'était tellement authentique, c'était tellement plein de cœur, que les gens sont venus à triper sur les gars, puis c'était vraiment une histoire familiale. Et là, moi, j'ai bâti tout le plan de promo alentour de ces valeurs-là, de famille, amis, proches des gens.
Puis je l'ai pas bâti en me disant « Ah, il me semble que ce serait le fun que ce soit ces valeurs-là. » C'est ça qui incarne. Je me suis basé là-dessus parce que c'est ça. Ils sont exactement comme ça. Mais les mêmes gars qui venaient pas de Chapais, mettons, qui viendraient de Montréal, ça aurait probablement pas fonctionné parce qu'il n'y a pas la même sensibilité. On n'y aurait pas cru tant que ça. Ouais. Mais ça s'invente pas, ça. Tu peux pas engineerer ça parce que ça sent. Tu deviens pas Mehdi parce que tu as fait comme un portrait robot puis tu dis il faudrait que ça ressemble à ça, là, je veux dire. Faut que ça vienne de quelque part où c'est... Puis le mot, il est comme galvaudé, mais ça reste que c'est ça. C'est de l'authenticité. Ouais. Puis cette authenticité-là, ben, faut que ta personnalité puisse donner une sorte de poésie visuelle, une sorte de présence scénique. Puis tout le monde n'a pas nécessairement le talent de l'incarner, mais... Puis il y a juste tant de choses que tu peux faire. Fait que nous, on choisit des artistes qui sont vraiment capables de donner ça, où il y a une adéquation entre qui ils sont vraiment, ce qu'ils veulent dire, ou encore comment ils le disent. Des fois, c'est plus dans le comment qui ont vraiment l'originalité et qui font que, wow, ça, c'est vraiment un pétard. Mais tout ça doit, comme l'espèce de focus artistique, tout ça doit coïncider et être super bien. Je veux pas dire packagé, parce que des fois, ça sent pas le package. C'est juste, c'est ça, they're the real deal. Ouais. Ben, ça revient à ce que Martin disait sur les deux frères, tu sais. C'est totalement vrai. Moi, j'ai déjà joué avec ces gars-là, puis ils sont effectivement réellement gentils, tu sais. Et sympathiques, et vraiment, comme toutes les valeurs que tu as dit, tu le sens tout de suite quand tu les rencontres, tu sais. Et parce qu'on en parlait tantôt, tu sais, on s'était rencontrés avant, j'étais bien gentil et tout ça. Et ça, pour moi, ce que ça souligne, qui est important là-dedans, qui est comme ma technique, entre guillemets, c'est que, ou ma philosophie plutôt, c'est que, comment je procède dans la vie, c'est que tous les gens que je rencontre, je suis vraiment sincèrement gentil avec eux, respectueux d'emblée. Donc quand je rencontre quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi, je suis pas en train de mettre un masque pour être plus gentil ou whatever. Je sais très bien qu'il peut faire quelque chose pour moi et qui va, entre guillemets, ne rien m'apporter, tu sais. Mais j'ai l'impression que justement ça se sent, tu sais. Parce que évidemment, tu sais, comme artiste, justement, il y a le côté genre, ben là, on va parler à tes fans, on va parler à tel directeur de festival, go, 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 tu sais. Puis, je veux dire, les gens sentent quand tu leur mens, right? Et je trouve que justement, pour moi, cette philosophie-là que je viens de décrire, c'est vraiment... Ça a été pour moi la meilleure manière de rejoindre des gens, tu sais, parce que justement, il n'y avait pas, en donnant pas trop de crédit à cette notion de qui peut faire quelque chose pour toi, même si j'en suis très conscient. Tu vas pas dans un cocktail pour te faire des amis, vraiment. Tu vas dans un cocktail parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Sinon, j'achèterais des gin tonic pour chez nous. On s'entend, genre, right? Mais en même temps, je trouve que... Et tu le vois bien, right? Des fois, t'es dans un contexte de même, puis t'as le mode « Ah, Monsieur Rouge FM, formidable! » Puis là, il y a la dame qui, comme, pourrait être leur mère, qui arrive pour brasser des croutons ou whatever, mettre de l'eau dans les verres, sont comme des câlisses, tu sens vraiment l'écart énorme entre ceux qui l'ont à leurs yeux et ceux qui l'ont pas, tu sais. Et puis ça, là, tu vois, moi, ça commence à faire une couple d'années là, que je suis là-dedans, puis il y a des gens avec qui j'ai été genuinely gentil il y a 20 ans, qui aujourd'hui sont très haut placés dans certains médias, puis je l'ai pas, tu sais, visiblement, je l'ai pas fait parce que je savais que, je veux dire, à ce moment-là, il était directeur musical d'une petite station à l'autre bout du monde. Puis tranquillement, il a fait sa place, puis il est venu à avoir un poste beaucoup plus important dans un média important. Mais quand tu t'intéresses vraiment aux humains, les vrais humains, puis tu veux jaser pour vrai, puis tu veux entrer en relation avec les gens pour vrai, après ça, c'est sûr qu'il y a juste du bon qui peut en sortir. Ça, je suis certain de ça. Fait que peu importe ton poste, dans le fond, que tu sois artiste, que tu sois pisteur, diffuseur, si ça part de la vérité puis du cœur, finalement, tout le monde travaille ensemble. Fait que ça n'a pas vraiment le choix de marcher ou en tout cas d'atteindre la cible, d'après ce que je peux comprendre. Ben, puis aussi que finalement, par pure psychologie, beaucoup de gens de l'industrie musicale, comme une fille qui serait très belle, par exemple, souffrent du fait de savoir que finalement, beaucoup de gens leur parlent très gentiment parce qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux, tu sais. Fait c'est un peu fake, dans le fond. C'est ça. Fait que quand tu t'enquières réellement de genre, hey, puis tes flots, comment ça va, puis tout ça, puis l'inondation chez vous, puis quand tu le fais par intérêt réel, c'est quand même rare, ça right? paraît. Donc, ça paraît quand c'est vrai, puis quand c'est fake. Oui, exact. Et bien en même temps, c'est drôle parce qu'on peut pas. La personne, elle le sait que t'as un intérêt. Genre, tu vas voir Laurent Saunier, il sait, motherfucker, je sais que tu veux te jouer en festival, tu sais. C'est humain aussi, tu sais. Oui, exact, tu sais. Mais je pense que justement, c'est comment dire, c'est de vivre ce paradoxe-là, mais essayer justement au moins d'en faire de l'humour, puis tu sais, justement d'un rapport humain, tu sais.
Parce que comme tu disais, là, c'est tout du monde. T'es juste dans une pièce avec du monde, t'sais. Et tous les gens ont des attentes relativement comparables ils veulent exister. Quand on snob quelqu'un, en fait, on les empêche d'exister, tu sais. Et quand tu les regardes, right? Quand t'es assis sur le coin de la rue puis tu fais la manche, par exemple, le pire, c'est pas que les gens te donnent pas de fric, c'est qu'ils te regardent pas, tu sais. T'existes plus, tu sais. Donc quand tu regardes quelqu'un et que tu les vois pour de vrai, tu leur permets d'exister aussi, tu sais. Et c'est quelque chose d'important et d'humain, oui. Wow. Ben, sur ces mots très philosophiques, les gars, je vous remercie d'être passés dans le troc. C'était un réel plaisir de vous rencontrer. Puis là, je le dis pas fakement. On l'a payé. C'était vraiment cool. Écoutez, je suis sûr qu'on pourrait encore en discuter longtemps. Puis on reprendrait la discussion dans 4 ans. Il y aurait plein d'autres paramètres qui changeraient. Mais le cœur, il faut que ça reste là. Puis la vérité, l'authenticité. Mehdi, t'as accepté de nous faire une petite tounette. Ouais, une petite tounette. Qu'est-ce que tu nous ferais? J'ai envie de vous faire une nouvelle toune, en fait, que personne n'a jamais entendue. Sûrement une très bonne idée. Mon label, mon gérant, tout le monde est comme great. Et même pas enregistré à la seconde. Fucking great, man. Et ça se peut que je me plante dans les paroles puis tout, mais c'est pas grave. Parle-moi d'une belle stratégie, toi. Ouais, exactement. Je sais comment. Exclusivité, les 4 E. Qu'est-ce que c'est? Engagement, authenticité, expérience. Mais je nous donne de la... Ok, fine. Émotion. Oui, émotion, you have a feeling. Alors, oui, ben je suis super bien. Tu sais, dans le camion, mon manteau de cuir pis tout. Everything's great. Fait pas frais. Il y a les petites gouttes. Des petites fuites d'eau, là. Yeah. Il était une fois, tu te sentais comme un roi. Tu dictais aux aplatis comment vivre leur vie, n'est-ce pas? On chuchotait dans ton armure que tu allais frapper un mur et te retrouver dans tous tes états, dans tes beaux draps. Tu riais de plus belle de toute la clientèle, jacassant dans les cocktails, se trouvant si rebelle. Mais maintenant tu as faim et tu n'es plus si tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Quel coton tu files à avaler la pilule inutile? Dans ton automobile, t'as coché les cases et fait ce qu'il faut pour être en phase avec les dilettantes. Appris à être en cage avec les oiseaux, à adopter une posture élégante. Tu disais que tu ferais jamais le beau pour te réchauffer dans la bouche du métro, mais là tes idéaux sont sur le carreau. Tu penches à gauche pour éviter les projectiles. Qu'est-ce que tu fais? Quel coton tu files? Avaler la pilule inutile. Dans ton automobile, t'es resté bête en comprenant que les gens qui te faisaient des courbettes te détestaient en cachette. Enquêtais sur tes amourettes pour crier alouette, te donner des coups de fourchette. Hey! Tu vendais des sornettes en faisant tes vocalises avec les pickpockets et les chefs d'entreprise. Hey! Tu cognes à l'église pour y vendre ta chemise en te demandant encore ce que tout ça symbolise. Hey! Y'en aura pas de facile. Qu'est-ce que tu fais? Mais quel coton tu files? Avec ton fentanyl dans les bidonvilles, ton talon d'Achille et ta honte imbécile. Dents blanches sur papier glacé, on sait que t'as fait les grandes écoles. Tu faisais chin-chin avec les influencés, les poches enflées par le pactole. Tu voulais qu'on jette tout douve les poissons clous sur ta pelouse. Maintenant tu te trouves dans une chanson de blues, la vie te mordant comme une chienne andalouse, pendant que tu prétends que tout baigne dans l'huile. Qu'est-ce que tu fais? Quel coton tu files? Avec ton fentanyl dans les bidonvilles, ton talon d'Achille et ta honte imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Quel coton tu files? Oh, oh, oh. Merci.